Elle vous ment, elle vous trompe, elle vous donne de mauvaises informations. Et ça paraît tellement vrai. Je sais pas à quoi vous pensez, mais moi je parle bien de l'IA et des hallucinations. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler IA, on va parler hallucination comme vous l'avez compris. Alors, avant de commencer, une petite introduction, cette vidéo m'a été inspirée justement d'un post LinkedIn que j'ai lu il y a quelques jours où un développeur, je crois, je sais plus, peut-être que je retrouverai le post, parlait d'un modèle ou d'un workflow qu'il avait trouvé et en gros une façon de travailler qui faisait qu'en gros 100% des hallucinations étaient gommées grâce à sa super technique. Et quelqu'un en commentaire venait dire tout simplement, bah écoute, avec un air et un ton un petit peu taquin et hautain, certes, mais on va voir qu'il est peut-être pas si tort que ça, venait dire tout simplement, écoute, mon petit pote, malheureusement, les hallucinations, c'est une partie intégrante des modèles des LLM, donc ce que tu dis, c'est un peu de la merde. Et on va voir qu'il n'était pas trop dans le faux. On découvre ça tout de suite. Et pourquoi? Alors je vous ai préparé un petit mind map là, vous devriez voir du coup à l'écran. On va le parcourir ensemble et on va dérouler la vidéo tranquillement comme d'habitude d'un point de vue chill mais toujours aussi sérieux bien entendu pour savoir ce que c'est du coup les hallucinations. Alors on va commencer du coup si je suis le mind map, c'est la première fois que je l'utilise donc dites-moi si c'est en commentaire, si c'est vraiment visible, lisible et pertinent ou si vous préférez avoir des titres qui déroulent avec ma tête en plein écran à chaque fois, je pense pas. Donc on va essayer de mixer un petit peu les deux choses au niveau du montage. La première question qu'on va se poser, et qu'il faut se poser, on va tous partir comme ça du même postulat, pour les novices comme pour les professionnels ou les experts, c'est quoi l'hallucination? Alors, l'hallucination dans l'IA, bien entendu, on reste dans un contexte de développement, mais cela ne concerne bien entendu l'ensemble des modèles et des contextes. C'est-à-dire qu'en gros, que vous soyez dans du prompt classique de Monsieur Tout-le-Monde, comme en lui demandant la date de naissance de Napoléon, comme dans le contexte de développement qui nous intéresse aujourd'hui, vous êtes concerné, l'IA va toujours être soumis à ce malheureux phénomène. Peut-être pas pour longtemps, hein, mais voilà. Alors, les hallucinations, c'est quoi? On va vulgariser très simplement. C'est quand le modèle que vous utilisez, et je vous arrête tout de suite, que ce soit Claude, Mistral, Gemini ou ChatGPT, on est tous logés à la même enseigne, on a tous cette problématique. Va vous donner tout simplement une information qui est soit fausse, erronée, ou encore pire, totalement inventée. Et le plus frustrant et le plus sournois, je dirais, c'est qu'elle le fait avec un air qui est parfois très convaincant. Elle va donner une réponse où on a l'impression qu'elle est sûre d'elle et que du coup, si on n'est pas initié ou si on n'est pas attentif, ça peut faire beaucoup de ravages. Voilà, les bases sont posées. Est-ce que jusque-là vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi oui ou non dans les commentaires. J'ai l'impression que le mec est en live Twitch, tu sais. En tout cas, le postulat de base, il est celui-ci, les hallucinations, c'est ça en IA. Ok, maintenant on va dérouler un petit peu. Et la question qui va suivre, pardon, c'est tout simplement, alors je vais essayer de bouger sans spoil, hop, voilà. Pourquoi ça arrive? Alors, les hallucinations, ça arrive, c'est inhérent au modèle, au LLM et au modèle de langage, aujourd'hui naturel qu'on utilise. Pourquoi? Parce que un modèle, donc encore une fois, ils sont tous concernés, ne sait pas vraiment ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on appelle ça intelligence artificielle, IA. D'un point de vue anthropocentré, donc d'un point de vue humain, l'intelligence n'est pas mesurée de la même façon. Mais par rapport à notre point de vue à nous, c'est pas vraiment de l'intelligence. Ça, on est tous d'accord. Attention, aujourd'hui, mais c'est pas vraiment de l'intelligence. Ceux qui sont un petit peu intéressés par le sujet savent très bien que c'est réellement ni plus ni moins que de la prédiction. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi ça arrive. En parlant de prédiction, c'est que les modèles que vous utilisez vont tout simplement essayer de prédire une séquence de mots qui est traduit pour le modèle par des tokens. Ces tokens-là que vous envoyez quand vous faites des prompts, on voit bien que vous avez envoyé une phrase et ça va vous dire que vous avez consommé X tokens. Donc on voit bien qu'il y a une transition qui se fait de du langage humain vers la machine qui utilise et qui va du coup générer des tokens. Mais à ce moment-là, ça arrive parce que du coup, elle va prédire des choses qui lui semblent correctes statistiquement, qui a le plus haut niveau de probabilité de correspondre à votre réponse en fonction d'un contexte donné.
Le mot contexte est très important, gardez-le bien en mémoire. Voilà pourquoi ça arrive. Donc même s'il y a le modèle, appelez-le comme vous voulez, a l'air sûr, il peut tout simplement totalement se tromper dans sa réponse. Et là, on va voir que du coup, c'est un point d'entrée. Je vais pas aller trop vite. Exemple tout bête, du coup, en image. Pourquoi ça arrive? On vient de le voir. Quelques exemples maintenant. Je vous ai mis ici 3 exemples, je crois. Ouais, 3 exemples. On part toujours d'un point de vue où on est développeur. Ici, on est là pour faire du développement avec l'IA. Ok? On est développeur dans ce contexte-là. L'IA, par exemple, sur l'exemple numéro 1 que je vous mets en surbrillance ici, je peux mettre une couleur ou pas? Je peux faire un truc avec ça? Je connais. Ah non, je modifie la couleur du texte, mais pas de ça. Hop. On va le mettre en rouge pour savoir qu'on parle vraiment de celle-ci. Voilà. Tout est en live. Il n'y aura pas de coupage, je vous préviens. Get user. L'IA, du coup, ne serait-ce que je fais du tab coding. Donc en gros, tab coding, vous savez ce que c'est que vous utilisez par exemple Copilot, Cursor, peu importe, vous appuyez sur la touche tab, et vous acceptez par tabulation tout simplement ce que l'IA vous suggère. Voilà, en vérifiant, vous jetez un œil, tac, 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 tac. Ok, c'est cool. Pour les choses simples, rapides, changement de nom, des renames, des replace, ça marche très bien. Mais là, par acquis de conscience ou par erreur plutôt, que dis-je, j'ai accepté l'import que me proposait du coup Cursor, disons ça comme ça. Et il m'a importé du coup une fonction, lui par défaut, qui s'appelle get user by email, ok, from, donc là on est dans un contexte de React, on va dire, hein, encore une fois, et il me prend une librairie qui s'appelle express auth-utils. Cette librairie, cette URL, bon, on pourrait se dire à première vue que pourquoi pas la fonction ou l'import en tout cas a un nom qui pourrait être correct, ça ça dépend de comment on fait notre code, mais le express auth-utils, c'est une librairie que potentiellement je n'ai pas ou qui est tout simplement inexistante. Et si je fais pas attention, bah, je me retrouve avec un import qui est totalement faux. Mais pour l'IA, pour le code, elle a essayé de prédire ce que je voulais, elle a essayé de comprendre dans un contexte, parce que je viens de faire une fonction email, etc. Elle s'est dit, bah tiens, ça pourrait être potentiellement cette librairie-là qui agit et qui est utile pour toi, donc vas-y, insère-la. C'est faux, elle a halluciné. Exemple numéro 2. Import fast API, JWT, auth, extend, machin, etc. Exactement le même principe, je vais pas faire à chaque fois me répéter. Cette librairie, cet import, cette extension n'existe tout simplement pas. Elle l'a encore une fois halluciné. Pas de problème, c'est assez simple, c'est assez logique. Vous commencez à comprendre la mécanique sur les exemples d'import. Mais vraiment que sur l'import, c'est très simple pour l'instant. Ensuite, derrière, on a une nouvelle chose. Par exemple, en gros, on a une request qui fait appel du coup à un header et avec une notification. Pour les plus pointilleux, en gros, quand je fais une notification, une requête API, il est souvent recommandé en fonction du type d'authentification que vous voulez faire de mettre en gros une sorte de barrière token. Vous connaissez le barrière API dans le header de votre appel JSON par exemple. Et ben dans le header, vous avez une construction bien spécifique qui doit être faite. Et là, normalement, si vous connaissez, vous avez déjà utilisé ce genre d'outil, vous devez voir qu'il y a une erreur et que c'est un mauvais type pour le header et qui n'est pas du tout conforme et que forcément ça va amener encore une nouvelle fois à une erreur, soit dans le code, dans la requête ou dans mon call API tout simplement d'authentification. Donc voilà un peu quelques exemples. Maintenant, on va avancer parce que tout ça, c'est bien beau. Vous commencez à comprendre que du coup, ok, quand est-ce que ça peut se manifester? Et je pense que vous avez très certainement déjà vécu ce genre d'hallucination. Je vous laisse me dire en commentaire quel genre d'hallucination avez-vous été victime et on pourra du coup en sourire ou en pleurer ou pleurer. On verra ça à la fin, mais ne vous inquiétez pas, on a des solutions. Bien sûr, je viens toujours avec des solutions. Ne paniquez pas. Alors, en quoi c'est dangereux? En réalité, parce que oui, tu vas me dire, bon, bah, Timothée, ok, elle hallucine, bon, au pire des cas, je verrai une erreur dans mon fichier, machin, etc. et tout. Mais, encore une fois, en fonction du type et de votre niveau d'implication ou de développement, ça peut amener des gros problèmes. Et là, ça rejoint du coup la différence entre un vibe codeur, justement, et un développeur qui utilise l'IA. Comme ça fait référence à une vidéo que je vous mettrai par ici, par là, je sais pas où elle va apparaître, hein, on verra bien au montage. Mais en gros, à la vidéo du vibe coding, en quoi, du coup, ce qui différencie un vibe codeur d'un context engineering ou un développeur qui utilise le context engineering, pour bien cadrer tout ça, c'est qu'en gros, vu que le développeur, c'est son métier, il sait ce qui peut être faux et ce qui ne peut pas être faux. Et là où c'est dangereux pour les vibe codeurs, encore une fois, ou pour les gens qui sont simplement débutants dans le développement, c'est de croire ce que l'IA, de croire sur parole ce que l'IA va lui suggérer et amener du coup des erreurs, des failles
et parfois du coup des grosses problématiques de sécurité, on le verra par la suite. Alors, en quoi c'est dangereux? Je vous l'affiche tout de suite directement, comme ça on va pouvoir le parler. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Classique, hein, de toute façon on le voit à l'écran, le code ne fonctionne pas ou il y a des bugs qui apparaissent. Ça c'est la version de base. Ok, il m'a importé un mauvais fichier, un mauvais truc. Bon, boum, j'ai une grosse erreur, import React, machin, il y a une erreur rouge qui apparaît, c'est clair, c'est visible. Bon, bah je vais vérifier. De toute façon, j'ai pas le choix, l'application ne marche plus. Il y a une erreur qui pop à l'écran, je ne peux plus rien faire. Là, jusqu'à maintenant, c'est pas sournois. On le voit, il n'y a pas de secret. Bon, l'erreur a été générée, on peut lui pardonner. L'erreur est humaine et apparemment l'erreur est aussi chez l'IA. Hein. Je sais pas comment on va dire. L'erreur est humaine, mais l'erreur est aussi développeuse. L'erreur est aussi on va trouver un truc. Je vais réfléchir. Faux sentiment de confiance. Ça, encore une fois, c'est exactement ce qui se passe avec le vibe coding ou les codeurs qui développent un petit junior, qui développent un petit peu trop, ou même parfois un peu plus avancés, hein, qui font trop confiance du coup à l'IA parce que on lui fait confiance. On se dit bon, maintenant les outils évoluent bien quand même. C'est pas normal que je dois vérifier un truc qui est aussi simple. Le code en plus c'est quelque chose qui a énormément de sources. Tout ce qu'on trouve sur internet est fait à base de code. Donc toutes les ressources, eh ben non, il faut pas lui faire confiance. Et c'est ça donne un sentiment de confiance. Ce que j'ai fait c'est juste. La fonction qu'il vient me proposer, elle est juste, elle est sécurisée. Ah, elle est bonne, etc. Bah pas forcément. Et c'est ça qui est très dangereux aussi. On peut aussi amener des bugs cachés. Donc c'était en gros bug caché. Ce que j'appelle bug caché, c'est que par exemple en gros, en apparence, j'ai rien qui va venir popper ou casser mon application en visuel, mais potentiellement que derrière, dans une fonction, ça peut avoir une répercussion et un effet de bord sur une fonction ou sur une mécanique ou une feature que je n'ai pas encore vue tout de suite là au moment à l'instant T, mais qui va pouvoir être impactée. Ou même niveau de la base de données, ça se trouve, il va développer une fonction qui va faire je sais pas moi, on va dire, qui va vérifier un token de confirmation d'email. Très simple, l'utilisateur il s'inscrit, à l'inscription, il reçoit un mail, il y a un token qui se fait pour vérifier le mail a été vérifié. Dans ce truc-là, ça se trouve, en gros, en base de données, ça va dire, nous, ce qu'on attend comme résultat, c'est que le token a été validé et vérifié par l'application, mais s'il y a une erreur ou un bug ou peu importe ce qui se passe, ça se trouve, ça va m'invalider la vérification, ça va me la valider à une date qui est mauvaise. On ne sait pas, mais ce qu'on appelle bug caché, c'est quelque chose qui n'est pas visible tout de suite, mais qu'on s'y aperçoit après. Et après, pour remonter le fil de d'où vient ce bug, si c'est sur une fonction que vous avez laissé développer par l'IA il y a 2 semaines, bon, et que vous n'êtes pas dans du métier, encore une fois, où vous n'êtes pas aguerri, que vous avez trop confiance à l'IA, bah, ça peut être compliqué à remonter ce petit fil, malheureusement. Et du coup, le dernier item que je vous ai indiqué, du coup, sur en quoi c'est dangereux, c'est la dépendance aux illusions. Là, c'est plus un aspect psychologique humain. Là, pour le coup, c'est le point de vue de la personne qui va utiliser l'outil, bien entendu. C'est moins d'apprentissage humain. C'est-à-dire qu'en gros, je me déleste, je me décharge, je mets ma confiance entière sur l'IA. Donc, je n'apprends pas parce que je ne fais que valider ou accepter ce qu'elle me dit sans connaissance particulière ou sans apprentissage. Et ça crée de gros problèmes, notamment sur la valeur que vous allez apporter, parce que on va pas se mentir, aujourd'hui, si on part de ce principe-là et qu'on est dépendant aux illusions, un singe pourrait développer. Je lui prépare un petit projet, je lui dis t'appuies sur un bouton entrée, l'IA génère tout, le singe, je lui fais comprendre simplement, c'est malin, faites gaffe, c'est malin. Appuie sur ce bouton-là quand tu vois une question à l'écran ou quand tu as un prompt, parce que l'IA dit en gros, est-ce que tu veux valider ces trucs-là? Il fait oui, 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 oui. Le macaque, il a juste appuyé sur un seul bouton, ça se fait tout seul, il n'y a pas de problème. Mais, 1, il aura rien appris. 2, ça va être bourré d'hallucinations. Et 3, il est dépendant de ça, il évoluera jamais. Donc encore une fois, c'est QFD, on n'apprend rien. Donc pour blague à part, essayez vraiment de prendre avec du recul et toujours vérifier ce que l'IA vous propose. Si vous êtes senior, ce sera un peu moins vrai parce que vous aurez l'œil pour savoir tout de suite, vous allez pouvoir préparer. Et même si vous êtes un peu plus junior ou même vous faites du vibe coding, on va voir qu'à la fin, je vais vous proposer une solution pour justement réduire drastiquement toutes ces illusions. Mais je le répète encore une fois, ne faites pas confiance à l'IA à 100%. Vous devez toujours vérifier. Vous devez être les maîtres d'orchestre. C'est vous qui devez du début jusqu'à la fin surveiller le chantier. Vous êtes vraiment un chef de chantier. Et l'IA, elle arrive, comme vous avez posé les fondations, vous avez préparé les plans, vous avez tout préparé, comme on l'a vu dans la vidéo précédente encore une fois, vous avez tout préparé, et les ouvriers sont sur le terrain et ils sont en train de construire des choses. L'IA, c'est l'ouvrier, il est en train de me construire mon système d'authentification. Eh ben, je dois vérifier qu'en gros, pour revenir au chantier, qu'il a posé la porte au bon endroit.
qu'il n'y a pas de backdoor, que je peux rentrer par ici, sortir par là, que quand je rentre, j'ai bien une belle entrée, etc. C'est le même principe. Vous devez vérifier qu'en gros, le système d'authentification est correct, que je reçois bien un mail, que c'est sécurisé, qu'il n'y a pas de faille, etc. Vous devez absolument vérifier ces choses-là. Ok? On le verra par la suite comment faciliter ces choses-là, mais dans l'idée, en tous les cas, c'est un message que j'aimerais vraiment rabâcher. On est en 2025, oui, l'IA est forte, oui, l'IA est magique, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas une raison pour être dépendante et la laisser faire 100% de votre travail sans vérification. Aujourd'hui, vous avez laissé l'IA coder 100% un projet, je mets ma main à couper qu'il y a forcément une faille quelque part. Que ce soit de sécurité, que ce soit de bonnes pratiques, que ce soit de scalabilité, il y aura toujours un problème. Et c'est normal, c'est pas ce qu'on lui demande aujourd'hui, ce qu'on lui demande, c'est de nous aider à itérer, à être plus productif, mais avec nos conditions, notre façon de travailler et notre vision du projet tout simplement. Ok, on enchaîne. On enchaîne. Petite parenthèse rapide. Si tu veux intégrer l'IA dans ton SaaS, mais de façon vraiment utile, que ce soit dans ton produit ou dans ton process de développement, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. On t'offre un diagnostic stratégique 100% offert. Tu viens avec ton projet, on t'aide à identifier les bons leviers IA, sans complexité, et ça, que tu bosses avec nous ou pas par la suite. J'ai fait un petit mind map qui est par là. Alors, comment éviter ça? Comment éviter ça? On va passer très rapidement dessus. Vous allez voir, c'est très simple. Comment éviter ça? Je viens de le dire. 1. On vérifie le code. 2. Vérifier et comparer avec la doc officielle si c'est possible. Donc là, je parlais d'un système d'authentification. Par exemple, je suis sur Laravel 12. Ils ont un built-in, donc une solution en interne pour créer du coup un système d'authentification. Si l'IA veut faire quelque chose de différent, on veut avoir un truc, on veut générer quelque chose qui est fait maison, on peut se baser tout simplement sur la bonne pratique d'une feature, d'une fonctionnalité ou d'une vue sur Laravel. On aura toujours, par exemple, la documentation officielle de Laravel 12 va nous dire, OK, Laravel, c'est un framework qui utilise la conception du modèle MVC, modèle vue contrôleur, tu me prends cette documentation et tu respectes ce pattern, tout simplement. Voilà un petit peu l'idée d'un exemple de documentation à insérer à l'IA pour lui faire comprendre ou lui donner. Des tests, bien entendu, encore une fois, on teste, encore une fois, du test end-to-end, du test à la main, du test, vous testez vous-même si vous n'êtes pas développeur, vous testez ce que vous venez de faire, chaque fonctionnalité que vous venez de tester, chaque bout de code que vous venez de modifier, testez-le tout simplement. Rien de plus simple jusque-là. Il y a plusieurs niveaux de test, mais on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui dans cette vidéo-là. Ajouter du contexte clair. Donc là, on voyait un petit peu le truc venir. On parlait du contexte engineering. C'est tout l'intérêt. Si l'IA a du contexte, on va commencer à venir effacer. Parce que finalement, elle hallucine parce qu'elle a un contexte qui est pas assez clair pour elle. Donc, elle va essayer d'anticiper des choses. Mais si la demande est plus claire, le spectre des besoins et des anticipations de l'IA va être réduit. On va avoir un tunnel qui est... Vous voyez ça comme un tuyau. Voilà, un entonnoir, pas un tuyau. J'ai un gros entonnoir au départ. Si je donne aucun contexte, je me trouve ici, du coup c'est le haut de l'entonnoir, c'est mes cheveux. Aucun contexte, beaucoup d'erreurs. Et plus j'affine, je resserre, jusqu'à me retrouver ici, où là j'ai un couloir, c'est une ligne droite. Elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, parce qu'elle a un contexte qui est clair. Elle sait comment je fais mes composants, comment je fais mes fonctions. Elle a mon pattern de développement, elle a des exemples, elle a une documentation, elle a tout ça. Et du coup, elle va se baser sur ça pour réitérer. Et ça, c'est très fort. Par contre, l'IA, ou un truc, on pourra pas me faire contredire. Je pense pas qu'on peut me contredire là-dessus. C'est que l'IA, pour faire du mimétisme, elle excelle au plus haut point mieux que nous. Parce que copier-coller une ligne de code, quand vous étiez puni à l'école, on vous disait, bon, tu vas me copier 3 fois le mot je ne lance pas la craie sur mes camarades. Bon, par exemple, on va le copier. Elle, l'IA, est très très bonne pour faire du mimétisme et se baser sur du code que vous avez dans votre projet et pour le réadapter à votre nouvelle demande. Vous avez un composant A, une carte, par exemple, sur React, enfin, un truc très simple, qui est affiché ceci, cela, qui a fait une fonction, qui appelle un serveur action, machin, etc. Bref, tout ce pattern que vous avez, etc., peu importe un stack, elle va le reprendre, elle va le copier avec votre nouvelle fonction et elle saura très très bien le faire. Ça, c'est une certitude que pour ça, vous pouvez avoir plus confiance pour qu'elle copie quelque chose qui est dans vos composants qui est déjà écrit, vu qu'en gros, on est vraiment, comme je le dis, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est du mimétisme, clairement. C'est du copier-coller. Et le dernier élément que j'ai indiqué, c'est favoriser les tâches bien découpées. C'est ce qu'on appelle un peu le mode plan dans les contextes engineering. Là, c'est tout simplement, si vous le faites à la main et que vous n'êtes pas en contexte engineering, faites tout simplement du tâche par tâche. J'ai un gros besoin, je veux créer un système d'authentification de connexion pour mon SaaS.
Je commence tout simplement déjà par créer la page qui va afficher l'inscription, avec le formulaire, avec mon petit schéma ZOD ou peu importe ce que j'utilise, qui est bien préparé. Ok. Ensuite, je vais préparer la page qui va gérer du coup la connexion. Avant tout ça, j'ai préparé la page, la base de données, avec le schéma qui va recevoir les données. Username, name, surname, en fonction de ce que vous voulez mettre, l'email, mot de passe et vérification du mot de passe, etc., etc. Vous découpez vos fonctionnalités en petites tâches. Vraiment, vous compreniez que finalement, c'est la même chose que la préparation de projet. Et quand vous avez un problème dans la vie, et dans le code, c'est une vérité que ça, beaucoup de bons développeurs ont bien compris, un gros problème n'est pas un problème à partir du moment où on vient le slice, on vient le couper en petites problématiques, et on le découpe. C'est plus facile si vous avez vous voyez ça comme un arbre, ok? J'ai un arbre, un gros chêne qui fait 15 mètres de haut. Ben, si je veux l'abattre, je le regarde comme ça et que j'ai une hache, je me dis, waouh, il y a du boulot. Bon, réflexe de base, on veut directement attaquer le tronc, mais potentiellement c'est plus lourd, c'est plus long, c'est pas les bons outils. Je vais prendre du recul, je vais réfléchir. Ok, je vais commencer du coup par découper les premières grosses branches pour pas que ça tombe sur les gens, sur les voitures. Et je vais débroussailler, et vous voyez, c'est ça. C'est que le problème, en fait, il est gros, mais finalement, j'enlève, je viens récupérer des petites parties. Donc, l'exemple, encore une fois, concret, c'est qu'en gros, dans mon système d'authentification, je m'occupe typiquement de la base de données. Ok, la base de données, elle est faite, elle est propre, elle est préparée, je suis prêt à recevoir mes users. Ok, je prépare mon composant, mon formulaire pour pouvoir register et du coup faire ma requête avec mon Prisma ou mon Supabase, peu importe, on s'en fiche, boum, sur ma base de données. Ça, c'est fait. Ok. Et avec ces deux tâches-là, vous avez déjà fait la moitié du parcours de register et login. Il vous reste plus que la partie connexion et la partie, en gros, le formulaire de connexion, bien entendu. Vous avez compris un petit peu l'idée, découpez bien vos tâches et vous verrez que rien n'est un problème. Au pire des cas, c'est un problème de connaissance, mais tout s'apprend dans la vie, donc voilà. Sujet suivant. On continue, on enchaîne pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que j'essaie de faire des vidéos courtes quand même avec le maximum de valeur. Et on arrive du coup à la fin, c'est Timothée, là tu me fais flipper, comment je vais résoudre ces problématiques? Parce que du coup, ouais, ok, l'IA hallucine, ça va arriver souvent, et la réponse, mesdames et messieurs, elle est très simple, on l'a vu, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo du Context Engineering, il y aura d'autres vidéos sur d'autres CLI, sur des machins, etc. qui vont venir, mais quand même la base, c'est sur cette vidéo-là, c'est le Context Engineering qui va venir du coup nous sauver. Et en quoi il va venir nous sauver et comment du coup éviter tout ça et partir sur des bases saines. Ça va être du bis repetita pour ceux qui ont vu déjà la vidéo, mais je pense que c'est important de bien le marteler parce que c'est l'avenir finalement du métier de développeur, il est là. Mesdames et messieurs, il est là l'avenir. Aujourd'hui, ce n'est plus pensable de coder tout à la main sans IA. En tout cas, si vous le faites, vous serez moins bon, moins performant que ceux qui l'utilisent. Il faut se faire à l'idée. 15 ans de développement dans les pattes, je m'y suis mis. J'ai passé le pas, avec grand plaisir, parce que je suis un fan je suis un petit côté geek, donc j'étais pas du tout réfractaire dès le début, mais quand même, passez le pas, ne sous-estimez pas, ne vous mettez pas des bandolières. Il y a de l'IA, il y a de l'IA, il y a de l'IA, oh putain, il y a de l'IA partout, je regarde pas. Moi, je regarde pas, je continue à coder à la main, de toute façon, c'est moi le meilleur, c'est moi les fonctions que ça. Oui, vous êtes bon, oui, vous avez des compétences, oui, ça a de la valeur. Mais l'IA vient encore une fois apporter une couche supplémentaire et c'est comme si vous essayiez de rouler. Aujourd'hui, coder sans IA, c'est rouler sur une piste avec le frein à main enclenché. C'est que vous serez toujours plus lent, moins efficace, moins précis, moins productif tout simplement que quelqu'un qui a enlevé le frein à main, qui a accepté l'IA et qui l'intègre de façon intelligente, ça bien entendu. Ça, on est clair là-dessus, parce que mettre de l'IA pour mettre de l'IA, ça n'a quoi. Utiliser l'IA pour utiliser l'IA et laisser faire, comme on veut le voir, c'est un peu bourbier plutôt qu'autre chose. Je me reconcentre. Context Engineering. Alors du coup, l'étape numéro 1, c'est, on l'a vu, bien préparer son projet. Vous êtes encore une fois les maîtres de chantier. Vous devez bien préparer, cadrer. Vous êtes un chef de projet quand vous commencez à travailler avec l'IA. Vous lui mettez tout. La documentation, vos bonnes pratiques ou celle du framework. Alors je parlais du MVC, etc. Tout est là. Vous utilisez le mode plan. Alors ça, c'est une petite option en plus qu'on n'a pas évoqué dans le contexte engineering, mais que je peux évoquer ici rapidement, très rapidement. Le mode plan, ce que j'appelle le mode plan, c'est qu'en gros,
Si vous utilisez le workflow que j'évoque dans l'autre vidéo, vous allez voir qu'en gros, ça va vous faire une liste de tâches. Donc, dans votre l'IA, donc par exemple Cursor avec votre Claude Code, va du coup se baser sur un fichier qui s'appelle implementation, ou n'importe comment il s'appelle, on s'en fiche, mais il va se baser sur un fichier pour suivre tout simplement la roadmap des fonctionnalités de 1 à X fonctionnalités. Par contre, vous avez 3 fonctionnalités, donc elles sont classées dans l'ordre 1, 2, 3, avec les sous-tâches qui vont avec. Et l'IA, du coup, Claude va regarder ce fichier-là et dire, OK, on va commencer par la tâche numéro 1, inscription, connexion. On revient toujours à celle-ci. OK, on l'a fait. Et il va dérouler. Et ce qui est cool, ce qui peut être fait, c'est de rajouter une petite surcouche supplémentaire dans le prompt de l'IA, dans les rules de Cursor notamment, et lui dire, OK, tu te comportes comme un, je vous la fais vite fait comme ça, hein, c'est pas ça le prompt, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais tu te comportes comme un agent qui va de préparation de projet, tu dois, avant de commencer chaque tâche, tu vas devoir du coup me présenter ton plan d'action pour savoir comment ça va se passer, par quoi tu vas commencer et qu'est-ce que tu vas faire comme action. Et je vais devoir le valider. Et ça, c'est vrai que j'avoue que c'est plutôt sympa quand vous êtes pas sûr, mais que vous voulez avoir de la visibilité, avoir un contrôle maximum. C'est-à-dire qu'on recule encore un petit peu, on se détache de l'IA, on dit OK, je t'aime bien, je te fais confiance, mais avant de me poser la statue au fond du jardin près de la piscine, montre-moi à quoi ça va ressembler et comment tu vas le faire, parce que j'ai un doute. Je ne vais pas te mentir, j'ai un petit doute. Et donc là, l'IA va vous dire OK, très bien. Donc encore une fois, pour le flow d'inscription de connexion, elle va vous dire typiquement, OK, j'ai bien vu tes tâches, donc on doit créer du coup, je vais commencer par créer le schéma Supabase, le schéma Prisma, OK, très bien. Ensuite, je vais du coup te préparer la page d'inscription, ensuite je ferai le formulaire, etc. Elle va vous faire une liste de ce qu'elle va mettre en place, elle, pour répondre aux prérequis et aux tâches qui sont dans le fichier qui lui est tout simplement demandé. Et ça, du coup, ça peut être une action en plus, un petit élément en plus pour vouloir voir vraiment, OK, avant de passer à l'action, avant de coder, et ça vous évite de faire des restores ou des checkpoints ou de revenir sur une version précédente, et de tout annuler et d'avoir du coup à annuler, et du coup vous avez consommé des tokens pour rien, parce que ce qu'elle vient de vous écrire, vous proposer précédemment, c'est pas bon, donc vous venez de consommer potentiellement X tokens pour pas grand chose. Et ça me paraît rien, mais sur un projet, si vous vous trompez ou qu'elle se trompe, ou parce qu'elle est my drivée 5, 10, 15, 20 fois, ça peut faire la différence entre j'ai atteint la limite de mes tokens et j'ai pas atteint la limite. Typiquement, ça m'est arrivé sur un projet, je suis sur un projet à Laravel 12 et j'intègre du Stripe dedans, d'accord? Et j'utilise Cashier comme librairie de Laravel, pour ceux qui connaissent. Et elle me dit à un moment donné, tiens, je vais installer ça, je vais installer une librairie qui s'appelle Stripe pour PHP, etc. dans ce projet Laravel, je vais faire ça. Le mode plan était activé parce qu'elle me dit qu'elle va faire ça. Je lui dis, mais mon petit coco, tu fais quoi là? Je fais, non, désolé, mais j'ai déjà Laravel Cashier, je n'ai pas besoin de librairie en plus. Je lui ai indiqué ça, je lui dis le reste c'est ok, mais pas ça. Et elle me répond quoi? Ok, j'avoue, merci pour la précision, vu que tu as Cashier, machin, etc. Vous voyez, pourquoi? Parce que soit je ne l'ai pas indiqué. Alors, à ce moment-là, j'avais refait une nouvelle fenêtre de contexte. Donc la memory a été reset. Donc c'est un peu de ma faute. Mais en temps normal, ce que j'ai fait du coup pour pallier ce problème-là, je lui ai dit OK, donc dans mon contexte, dans ma librairie, je lui ai dit tout simplement OK, maintenant dès que tu rajoutes une librairie, un truc en fait, une dépendance à mon projet, tu le rajoutes à mon document, à ma documentation entre guillemets, dans mon workflow, tu le lis, pour ça tu vérifies en gros avec quoi c'est fait, et du coup, avant de faire quelconque tâche que ce soit, si ça avait été fait en amont, si j'avais anticipé ce problème-là, parce qu'en gros, là c'est ma faute typiquement, mais j'avais anticipé ce problème-là, l'IA aurait regardé mon fichier de documentation librairie, ok, Laravel Cacher est installé, je vais utiliser ça, boum, pas de problème, l'IA saurait du coup où aller sans aucun problème, on n'aurait même pas cette conversation, mes amis. Et pour terminer, au niveau du contexte ingénieur, du coup, il y a les MCP. J'ai pas fait de vidéo encore sur les MCP, mais c'est vrai que c'est quelque chose, MCP serveur. Ça peut être bien, du coup, si vous voulez, du coup, avoir du contexte qui est injecté en permanence. Donc, du coup, pour faire très rapidement, MCP serveur, en fin de compte, c'est ni plus ni moins, vraiment, pour grossir. On va venir en gros. C'est l'USB-C, on va pas se mentir, des modèles LLM. C'est qu'en gros, ça va venir
donner une manière universelle à tous les modèles de pouvoir communiquer. Aujourd'hui, tous les modèles, tous les LLM sont prêts sont capables de communiquer grâce au MCP parce que c'est un langage qui est commun. Et du coup, je vais connecter par exemple mon application, mon projet. Je vais dire, tu vas récupérer un MCP qui est sur un serveur et ce MCP peut très bien donner du coup des directives, de la documentation, quelque chose comme ça. Et grâce à ça, vous pouvez aller piocher tout simplement des règles, des rules qui sont injectés en permanence parce qu'ils font appel du coup au MCP à distance et vous pouvez du coup comme ça en injecter 1, 2, 3, 4 et vous pouvez combiner les MCP avec vos rules, etc. etc. Attention aux contre-indications, ça peut faire des dégâts. Mais vous avez compris un petit peu l'idée des MCP, j'en ferai une vidéo vraiment dédiée techniquement comment ça rend et vulgarisé, mais pour l'instant c'est pas le sujet, je vous ai vulgarisé ça très rapidement. Voilà un petit peu pour les solutions, mes amis, à toutes ces hallucinations. On va terminer du coup la conclusion. Ça pour conclure, vous l'avez compris, les hallucinations, c'est commun du coup à tous les langages, tous les modèles. Aujourd'hui, on est en 2025, l'IA continue et continuera à halluciner tant qu'on ne sera pas dans une intelligence, encore une fois, au sens propre du terme, j'ai envie de dire, dans le sens où l'IA comprend ce qu'elle est en train de faire. Il faut quand même se rappeler, j'aimerais quand même baisser la tension, c'est formidable ces outils-là, mais c'est pas de la magie, faut le voir vraiment comme un autocomplete plus. C'est pas pour dégrader, attention, l'IA que je dis ça, mais c'est que quand même, il faut redescendre, être terre à terre et techniquement et factuel, c'est que l'IA va tenter de prédire ce que vous voulez faire. Et tant qu'on a cette mécanique-là qui est insérée, qui est proposée par ces langages de modèles et ce modèle d'IA et de LLM, on doit se conformer à cette règle-là. Et la règle du jeu, c'est, je dois tout simplement, tous les projets, je l'ai noté, tous les projets demandent de la préparation et du coup du contexte. Si vous avez ça, on se rapproche, on n'aura jamais 100% d'hallucination, mais c'est vrai qu'avec la contextualisation, je ne sais pas si vous avez déjà testé ou pas le context engineering, franchement les hallucinations, elles sont très limitées. Au niveau du langage, en ce moment je suis en train de tester Gemini CLI, avec du coup Gemini 2.5 Pro. J'en fais une vidéo qui entre en préparation pour parler justement du CLI et comment il fonctionne, comment bien le préparer, etc. Et mon workflow, comment moi je l'adapte à ce terminal, parce qu'on est plus sur le curseur comme la vidéo précédente. Et c'est vrai que du coup c'est quand même rare. Je pense que ceux qui sont encore victimes de grosses hallucinations, qui sont vraiment, non mais fais n'importe quoi, c'est la merde, quand on arrive à ce discours-là, c'est ceux qui, je pense, ont encore mal préparé leur projet. Attention, un projet bien préparé ne garantit pas 100% de non-hallucination. Je le répète, je vais pas faire ce qu'on n'a pas dit, ce que j'ai pas dit. Mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est que plus on sera préparé, moins on aura de marge d'erreur, et plus on sera du coup dans le vrai et dans le juste. J'ai rajouté et j'ai noté du coup pour conclure l'itération, itérer. D'ailleurs itérer, j'aurais peut-être pu marquer ça. Hop, je vais marquer ça en mode. Je fais n'importe quoi. Hop, itérer, voilà. ER, c'est mieux, on va faire l'action. Itérer, c'est-à-dire qu'en gros, il faut répéter. Itérer sur la façon dont vous préparez les projets. Je ne parle pas de refaire 36 fois votre projet. Je parle bien en gros de votre workflow. Le workflow que je propose, c'est un workflow que vous devez vous approprier, que vous devez tester, mais c'est à vous de tester les outils. Et en fonction de votre méthode de travail, de votre niveau de développement, de votre niveau d'implication, votre temps aussi, tout simplement parfois, certains outils seront plus utiles ou plus intéressants pour vous. En tout cas, pour les développeurs, le context engineering, aujourd'hui, à mes yeux, est indispensable et indissociable d'un bon développement efficace, efficient, où je peux itérer. Il n'y a pas de problème pour ça. Je peux avoir plusieurs versions, j'ai testé mon workflow, j'ai dû le faire 5, 6, 7 ou 8 fois avant de trouver un truc qui me plaisait, était plutôt correct et avait des bons résultats, bien entendu. Certains codent sans workflow, avec juste des rules, ça leur va très bien et ça marche bien parce que ils ont peut-être pas des niveaux de complexité d'application ou d'exigence qui sont hauts par rapport à ce qu'ils attendent. Et donc du coup, ça fait largement le taf, tout simplement. Pour conclure, mes amis, je pense qu'on a fait le tour sur les hallucinations sur l'IA. J'espère que cette vidéo vous a été d'une grande utilité, vous a aidé à voir plus clair sur ce qu'est les hallucinations, comment c'est provoqué. Je pense qu'on a ratissé large. On a fait le tour du sujet. Si ça vous a plu, ça vous a informé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour suivre du contenu qui touche du coup le SaaS et l'IA.
D'ici là, je vous dis à bientôt. Laissez-moi un petit commentaire pour soutenir la chaîne ou pour me dire sur quoi vous travaillez en ce moment et surtout savoir sur quelles hallucinations vous avez été victime ces derniers temps si c'est le cas. D'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, enjoy your SaaS. Si tu te reconnais dans l'un de ces cas, tu veux intégrer de l'IA dans ton SaaS, mais tu sais pas par où commencer et t'as pas envie de builder une feature inutile. Tu veux utiliser l'IA pour développer et scaler plus vite ton produit sans brûler 10K en dev, en outils ou en prestat freelance. T'as un SaaS en ligne, mais ça ne vend pas et tu ne sais pas d'où ça vient, mais t'as besoin de résultats. Ou tu veux vendre à des entreprises, mais t'as zéro certitude sur ta conformité RGPD ou l'AI Act, cybersécurité. Alors clique sur le lien en description et dépose ta candidature. Si ton projet est éligible, on t'offre un diagnostic stratégique complet. On t'explique ce qui bloque et surtout comment corriger le tir. Simple, direct, sans détour. C'était Timothée, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.